Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on décortique et on commente l'actualité ambiante. Et cette semaine, pour m'épauler, j'ai l'extraordinaire Joanie Riendo qui est avec moi. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, ça va quand même assez bien. On voit le printemps qui commence à se pointer, mais peut-être de la mauvaise façon avec cette pluie verglaçante. Ouais, là c'est plus de la pluie, là. Puis il annonce entre 5 et 8 degrés. C'est pas sûr que ça va verglacer beaucoup après-midi. Oui, mais on en reparlera un peu plus tard que ça apporte du trouble à d'autres places. Oui, clairement. Donc, on va commencer par nous dire, on a plein de choses. Premièrement, Dolbeau-Mistassini, problématique majeure, là, la fin du service de taxi, ça crée des problèmes pour les gens qui l'utilisaient, parce qu'on sait que ceux qui n'ont pas un auto en Dolbeau-Mistassini, des fois, ça peut être compliqué, là. Bien, ça peut être quand même mal perçu, mais d'un autre côté, je me dis, si ça ferme, c'est peut-être parce qu'il y a une raison que c'est pas aussi rentable que ça, surtout à la valeur des permis qu'il y avait pendant longtemps. Non, mais je comprends, mais il reste qu'il y a une minorité de personnes qui l'utilisaient probablement régulièrement, puis c'est eux qui payent au bout du compte. Là. Mais il y a un autre service qui est sous-utilisé, qui revient moins cher, puis qui est plus avantageux, qui est le Maria Express. Fait que tu penses qu'il va y avoir un transfert? Bien, présentement, c'est ce qui s'enligne. Okay. Dans le plan du Maria Express pour le transport collectif, donc la différence entre le transport en commun et le transport collectif, c'est que le transport collectif t'appelle la veille pour donner ton trajet. Donc, pour les utilisateurs de taxi, c'est tout à fait possible. Donc, pour les gens, c'est une nécessité, par exemple, pour se rendre au travail ou aller faire des commissions ou autre. Oui, c'est un ajustement parce que tu dois prévoir ta journée la veille. Ça, c'est vrai. Mais il reste quand même que les changements vont se faire lentement. Puis, moi, je n'ai pas peur de cette perte de service-là parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un changement de législation aussi qui permet de plus en plus d'utiliser des Uber. Et ça, c'est quelque chose que le service Maria Express et la MRC, en cas de fin du taxi, voulait valoriser aussi parce que ça permet plus d'indépendance. Bien, surtout là que moi, je me rappelle, en tout cas, mes années où j'avais pas d'auto puis j'étais à Dolbeau-Mistassini, je me servais beaucoup des taxis en fin de soirée. Je peux pas le réserver la veille parce que je sais pas à quelle heure je vais sortir du box. Là. Non, mais tu comprends. Fait que ça créait aussi une problématique parce que tu veux pas prendre ton auto parce que tu es en boisson ou quoi que ce soit. Fait que tu veux pas te priver parce qu'il n'y a pas de service de retour. Exactement. Donc, c'est là qu'il va falloir se penser. La fin du taxi, c'est quand même, ils ont vécu 2 dernières années quand même rough, on se le cachera pas. Ah oui, ben oui. Donc, je leur en veux pas, là. Non, puis c'est quand même très demandant aussi. Là. Je pense qu'il y était 4 chauffeurs maximum à Dolbeau-Mistassini, puis ils devaient couvrir un 24 heures sur 24 pour la MRC Maria-Chapdelaine au complet. Donc, c'est... Avec le prix de l'essence, avec le prix des permis, Puis la diminution des utilisateurs due au transport collectif. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. Je comprends la fin des taxis. Reste à voir comment la collectivité, notre communauté va réagir. Parce qu'il y a ce besoin-là qu'il faut que la communauté se réagisse et elle s'apporte. Maintenant, on a la possibilité, avec les permis Uber, de se faire sa petite affaire, de répondre à ce besoin-là. Tu veux faire un petit sideline, inscris-toi sur Uber, puis offre les services en fin de journée. Après le Vox. C'est pas ce qu'on préfère. Mais d'un autre côté, c'est comment rendre la responsabilité à la communauté, si tu veux ce service-là. Bien, là, ça, c'est sûr qu'à un moment donné, si on veut garder nos services, il faut les utiliser parce que sinon, c'est normal que les services s'en aillent. Là. Puis il faut participer à leur vitalité aussi. Ben oui. Donc, c'est comme le bénévolat, c'est comme l'emploi. Si tu dis, comment ça, on n'a plus tel service parce qu'il n'y a plus de bénévoles, si tu as le choix de te plaindre ou tu as le choix d'être actif puis de le faire toi-même. Donc, il y a cette opportunité-là. Avec Uber, je ne connais pas exactement tous les détails. On parle quand même d'un changement économique assez important, là, plus vers le travailleur autonome. Mais il y a quand même cette possibilité-là de période de transition. Parce que plus on va utiliser le transport collectif, plus il va être disponible aussi. Parce que là, le transport collectif, tel qu'on le connaît présentement, il y a quelques trajets avec des horaires comme les autobus qu'on voit à la STS ou à Montréal ou à Québec. Il y en a quelques-uns. Mais plus on va l'utiliser, plus ça va être rentable de faire des trajets comme, par exemple, la nuit, les soirs de sortie, d'avoir un trajet d'autobus pour les fêtards. Et voilà! Génial. OK, on a un concours pour les propriétaires. Je comprends pas trop, là, mais ça, c'est un de tes points. Parle-moi-en, un concours de quoi? C'est quand même assez particulier. C'est la première fois qu'on en parle de manière publique à l'émission Qu'en pensez-vous? Parce que je fais partie des organisateurs du concours. Oh. Donc, c'est pour ça que je vais te donner plus de détails. Puis, c'est un concours en partenariat avec Planète Radio.
donc du comté Roberval et de Dolbeau-Mistassini. D'accord. Et le principe, ça s'appelle des logements gagnants pour nos nouveaux arrivants. Oh. Donc, c'est avec Porte ouverte sur le lac. C'est avec Porte ouverte sur Ouais. le lac, avec Place aux jeunes en région pour la MRC Domaine du Roi et Maria Chapdelaine. Et le principe même du concours, c'est qu'on invite les propriétaires de logements, des entreprises ou des individus à participer à ce tirage. Et chaque adresse dont on a les détails d'un logement, qu'il soit disponible ou non le 1er juillet. Là. Donc, on veut juste faire un recensement des logements locatifs. Plus on met d'adresses dans le recensement, plus tu as de chances de gagner un des deux prix, soit un séjour exploratoire de la région. Donc ça, c'est le fun. Un séjour exploratoire, le principe d'un séjour, c'est découvrir ou redécouvrir le territoire, l'hôtel, le restaurant, les services, réseautage. Il y a vraiment une belle grosse journée avec des rencontres d'autres nouveaux arrivants. Full luxe. Donc ça, c'est un séjour exploratoire de son milieu ou du milieu à côté. On va nous parler quelle place vous voudriez plus découvrir. Puis nous, dans le cadre de notre travail, on connaît plein de perles que même les locaux ne connaissent pas dans le territoire. Et pour les entreprises, les entreprises gagnantes, c'est un bon d'achat de 500 $ dans un de nos restaurants spécialisés dans la Boréalie. Ouh. Donc, pour faire un party d'employés. Ben oui. Donc, le principe même, l'objectif de ce concours-là, c'est de se créer un répertoire de recensement des logements. Qui existe. Qui soient disponibles ou non. Juste avoir les informations, les propriétaires, quelle grandeur, l'adresse. Et tout ce répertoire-là, bien important, va rester protégé par l'organisme Porte ouverte sur le lac et Place aux jeunes en région. Ça veut dire que toutes les données qui vont être rentrées dans ce recensement-là vont être utilisées exclusivement par les intervenants. Aucune donnée va être transmise à des gens qui s'en viennent en région sans l'autorisation du propriétaire ou tout autre organisme ou toute autre institution. Ça va être protégé et tenu simplement pour Porte ouverte sur le lac et Place aux jeunes en région. Donc, Génial. Oui. Puis comment on fait pour s'inscrire, pour envoyer nos logements? Sur le site de Planète Radio, dans la section concours, vous allez avoir la page des logements gagnants pour nos nouveaux arrivants. Et à l'intérieur, vous allez avoir les règlements du concours, tout en détail, et vous allez pouvoir cliquer pour remplir le formulaire. Chaque formulaire, c'est une adresse. Donc, le concours va prendre fin le 4 avril à minuit. Donc, le 3 avril à 23h59 et le tirage, les 2 places de tirage vont être tirées le 4 avril à midi dans les bureaux de Porte ouverte sur le lac. Donc, on va donner plus de détails. Pourquoi on fait ça? Tu l'as sûrement remarqué, puis beaucoup de nos auditeurs l'ont remarqué aussi. Il y a de plus en plus sur les groupes Facebook je suis en recherche d'un 4,5, je suis en recherche. On a beaucoup plus l'effet de personnes qui demandent des appartements et autres parce qu'on a un semblant de pénurie de logements. Au niveau des statistiques... Pourquoi tu dis un semblant? Il n'y a pas une pénurie de logements? C'est qu'au niveau des statistiques de la Société canadienne de l'hypothèque et de logement, eux, ils recensent toutes les maisons, les hypothèques dans les villes, mais aussi les logements libres d'une chambre, deux chambres, donc les différentes données. Puis, on tombe en pénurie lorsqu'on est en bas de 3 % de logements disponibles. Oui. Puis, on est dans le manque de choix à 3 % puis on tombe dans la pénurie en bas de 1,5 % de disponibilité. OK. Nous, à Dolbeau-Mistassini, pour octobre 2021, on est à 3,9 % Ah, OK. Donc on n'est viable. On n'est pas encore dans la pénurie. Mais cependant, où sont ces logements libres? Ben oui. Où sont-ils? Parce qu'il y a déjà des problématiques pour des gens qui sont déjà sur le territoire. Il y a des gens qui habitent ici, qui ont un réseau, puis ont de la difficulté à se trouver des appartements. Donc, il faut prendre en compte, pour le nouvel arrivant qui n'est pas ici, qui n'a pas de réseau ici, qui ne connaît pas... Donc ça, c'est le rôle de Porte ouverte sur le lac et de Place aux jeunes, de les aider à réseauter puis à se trouver des solutions pour venir s'établir. Bien, c'est le défi et c'est pourquoi on veut se faire un recensement avec les coordonnées des propriétaires pour que les intervenants puissent faire comme « Bonjour, oui, votre appartement tel, vous m'avez noté dans le recensement qu'il allait être disponible. Est-ce que la personne a renouvelé? Oui, merci, c'est tout. Donc, l'appartement n'est plus disponible avant telle date. » Comme ça, les propriétaires ont le contrôle de qui connaît les adresses ou pas. Ouais. Puis nous aussi, on peut avoir une idée réelle et réaliste du marché locatif. Le but, c'est pas d'être un outil politique, mais qu'on puisse vraiment se donner des outils à nous, en tant qu'intervenants, pour bien accompagner nos nouveaux citoyens.
Parce qu'il faut se dire, dans la MRC de Domaine-du-Roi puis Maria-Chapdelaine, même à Lac-Saint-Jean-Est aussi, donc toutes les MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont présentement des comités logements qui sont en création ou en tout début de mandat. Mais on veut prendre de l'avance, on veut s'outiller pour être capable de travailler en équipe puis de voir quelle est la réalité terrain. Parce que moi, ce que je vous parle, c'est des chiffres, mais je n'ai pas accès à l'ensemble des données de la Société canadienne d'hypothèque et du logement. Mais vous ne pourriez pas demander ça, tout simplement? Ben là, je fais le fun d'un concours, ben là. Oui, ben oui. Mais on n'a pas le droit de faire... Écoutez, nous, on est un organisme, voici notre projet, pouvez-vous nous donner, sont où les logements? Ce ne serait pas plus simple? Ben on parle quand même de respect des données privées. Oui, mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut... Je sais pas. Écoute, non, bien, c'est exprès pour ça. Tu sais, par exemple... ça serait logique de dire, par exemple, pourquoi on n'a pas appelé à la Régie du logement? Tu sais, on connaît les bails, on connaît les autres. Mais on parle de respect des données privées. Ça ne veut pas dire que les propriétaires, là, c'est pas parce qu'il est propriétaire d'un appartement locatif qu'il veut le louer. Absolument non plus. Il y en a que c'est parce que c'est pour les membres de leur famille, parce que c'est un projet de construction, parce que... Donc ça, c'est au respect du propriétaire. Le but, c'est que, tu sais, les propriétaires de logements, c'est des partenaires de choix. C'est pas des... c'est des gens qui ont un bien et qui veulent trouver des bons locataires. Puis, c'est des partenaires de choix pour un projet de migration. J'ai beaucoup de personnes dans mes chartes, dans mes dossiers qui cherchent, puis qui s'en viennent, puis qui viennent visiter la région, puis ils se déplacent de très loin pour venir visiter des appartements. Puis, le temps qu'ils s'en viennent, l'appartement est déjà loué. Donc, en ayant cette ressource-là, ça devient des partenaires de choix pour des gens qui veulent s'en venir, qui ont déjà des emplois, qui veulent s'établir, qui veulent venir habiter dans nos deux belles MRC à travers le comté Roberval. Donc, ça va juste nous donner des outils encore plus puissants pour travailler avec des partenaires de choix. Good. Hein, on commence à voir qu'est-ce que va devenir les promenades du boulevard. Oui. As-tu des détails? Bien, dans le nouvel hebdo, aujourd'hui, le 17 mars, il y a différents détails intéressants qui ont commencé à sortir. Je me souviens, il y a 2 semaines, quand on s'est parlé, Pierre, j'étais pas très positive, j'étais pas très optimiste à l'idée du projet. Mais il y avait des doutes raisonnables, là, quand même. Oui, mais plus on apprend dans le dossier de la SIDAC, la Société de l'industrie du développement d'Olbomistessini, plus du développement commercial, plus j'en apprends, puis plus je me dis, c'est des changements petits, subtils, mais qui vont avoir un impact important, que je trouve intéressant. Des exemples. Des exemples. Bien, par exemple, les nouveaux propriétaires veulent diminuer le coût des baux, le coût des loyers pour les entreprises. Donc ça, c'était déjà un élément très important qui faisait que beaucoup d'entreprises disaient soit fermer ou changer. Fait que tu vas garder ceux en place qui vont être avantagés par ça, puis tu vas en attirer d'autres qui n'étaient plus capables de vivre avec les loyers au prix où ils étaient. Là. Oui, donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle. La deuxième chose aussi, c'est qu'ils veulent revamper l'aspect central. Les promenades du boulevard sont propriétaires, pas de tous les bâtiments qui sont en lien avec les promenades, mais tout ce qui est central, oui, et ils veulent revamper les installations centrales. Donc ça va déjà aussi un autre bel atout. Donc, le visuel va être déjà plus attractif. Puis, ils veulent développer ils veulent développer l'aspect attractif, mais pour toutes les gammes d'âge. Parce que présentement, les activités qui étaient faites, c'était soit pour la famille ou les aînés. Okay. Donc là, moi, j'ai hâte de voir, parce qu'on parle quand même de 3 propriétaires de 2 générations différentes. Donc, on va voir comment ça va se développer, comment une programmation va attirer, va remettre l'envie aux gens de se rassembler aux promenades du boulevard. Donc, moi, je trouve que ça me donne un peu plus d'optimisme. Si je serais arrivée avec un projet pas d'allure, là, avec des grosses affaires, oui, moi, je suis une fille bien optimiste, mais mon doute était trop profond. Là, ça me donne, OK, c'est sur la bonne voie. On parle de changements mineurs possibles, et qui peut faire un effet boule de neige sur nos communautés, sur Olbomistessini, puis sur les différentes installations. Donc moi, je suis encore réservée, j'ai encore un doute, mais je suis de plus en plus positive à voir les changements. Parce que c'est quand même une entreprise privée. Donc on ne peut pas parler d'investissement de 3, 4, 5 millions, mais on peut quand même, on peut voir des propriétaires qui sont à l'écoute de leurs utilisateurs, puis qui font des changements petits, mais raisonnables, qui vont apporter des changements à long terme. Donc ça, je voulais commencer avec des bonnes nouvelles, parce que présentement, on n'a pas tant de bonnes nouvelles. Alors, si on en a au niveau local, on va en profiter. Il faut s'en parler. Génial.
Hey, je veux parler de l'industrie forestière parce qu'il y a un reportage qui passe ce soir en enquête, donc on a commencé à filtrer, où on apprend, entre autres, au niveau de la tordeuse des Bourgeons-d'Épinette, qu'il y avait des ententes secrètes depuis plusieurs années entre les gouvernements et l'industrie forestière et qui ne sont pas à l'avantage, en fait, des citoyens qui se font avoir. Puis ça me fait réfléchir, parce que moi, j'ai toujours été assez critique envers l'industrie forestière. Là, on parle de la grande entreprise, le Résolu, ou tout ce qu'il y a pu avoir avant, ou ce qu'il peut y avoir ailleurs. Mais je comprends qu'ici, on doit, quelque part, travailler avec eux, parce qu'on est un secteur hyper important au niveau de la forêt. On ne veut pas perdre ça. Là. Puis là, je vais être critique, mais je ne suis pas contre l'association Forêt boréale, où c'est là où on veut défendre l'industrie forestière. Mais je trouve que, collectivement, on n'a pas été très critique face à cette entreprise-là. Comme si c'était nos amis, mais c'est pas nos amis. Mais ces gens-là, ils veulent faire de l'argent. Et là, on le voit par ce genre d'entente-là. Ils s'en prennent un peu à tout, là. Bien, c'est parce que moi, le problème que j'ai, c'est pas tant... Tu sais, une entreprise privée, c'est une entreprise privée. Ouais. Son but, c'est de faire du revenu. Déjà, à la base, là, le concept même de la personne morale qui a le comportement psychopathe, de se foutre des autres, ça, j'ai déjà un problème. Mais ce qui me choque le plus, moi, là-dedans, c'est le comportement du gouvernement dans ça. Parce que l'entreprise, c'est une entreprise. On connaît ses objectifs clairs, mais le gouvernement, je fais confiance au gouvernement afin qu'il respecte les valeurs de nos communautés. Mais c'est pas la personne morale, l'entreprise qui est la communauté, c'est les gens qui y habitent. Dans le reportage dont tu fais mention, on parle quand même de la déforestation en coupe limite à blanc au nord, au sud du lac Kenogami. On parle quand même un super de beau territoire. Là, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des anciennes personnes qui travaillaient, qui ont sorti des informations assez troublantes. Oui. On voit qu'on utilise la tordeuse comme un prétexte, en fait, pour un faux prétexte, en fait, pour couper de l'épinette qui n'est pas valorisée, mais parce que ce qu'on veut, c'est le sapin. Puis, tu sais, on parle beaucoup du lac Kenogami, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le gros scandale pour la Péribonka. Pour le même principe. Puis là, les gens ont fait comme, ben là, ils bloquent peut-être. Puis là, finalement, on s'aperçoit-tu un petit peu que nos bénévoles pour la protection de Péribonka, c'est peut-être... Hein? Il y avait peut-être raison. Hein? Bien, absolument. Moi, en tout cas, ça me fait dire ça. Puis des fois, là, on les met. En tout cas, il y a des gens qui ont dit des choses dans les dernières semaines, là, entre autres, dans les derniers mois, là, entre autres, avec la Péribonka. Je pense qu'aujourd'hui, il va faire « Oh, je ne savais pas ça. » Ben oui. Et puis, tu as raison au niveau du gouvernement. Puis là, en plus, j'ai l'impression, parce que ces ententes secrètes-là, je pense qu'ils datent de 2015, si j'ai bien compris. On parle quand même de plus de 7 ans. Oui, mais là, ma part, c'est que là, quand le gouvernement va en parler, ils vont dire « Oui, mais c'est l'ancien gouvernement. » Mais eux, là, ils sont responsables des ententes que le gouvernement a encore aujourd'hui. Ils vont faire comme s'ils ne savaient pas puis qu'ils maintiennent ça depuis 4 ans. Puis là, les libéraux vont... Écoute, j'ai bien hâte de voir comment ça va tourner politiquement parlant. Parce que je trouve ça un peu abject, là, comme qu'aujourd'hui, on fasse encore, là. Ça, c'est le genre d'entente qu'on devait voir dans les années 40 sous Maurice Duplessis. Là. On me semble qu'on est ailleurs aujourd'hui. C'est complètement... c'est le comportement des ingénieurs forestiers puis des représentants du gouvernement qui vont être expliqués dans le document d'enquête. Parce que là, on a parlé beaucoup de Saguenay, puis ça, il faut se le dire, là, on n'a pas encore vu l'enquête en question puisqu'elle sera diffusée le soir même de l'enregistrement de l'émission ce matin. Oui, mais il y a beaucoup d'infos qui sont sorties depuis. Oui, il y a énormément. Puis on parle beaucoup de Saguenay. Puis on parle beaucoup du comportement des fonctionnaires qui arrivent en bloc et qui vont voir les représentants municipaux, ne veulent pas que des professionnels du milieu forestier, des ingénieurs forestiers et autres soient présents. Et ils disent, si vous ne coupez pas votre bois, on vous enlève les droits de gestion de votre forêt. Non, ça fonctionne pas. Ça fait pas de sens. On parle quand même d'une... Là, c'est un palier de gouvernement qui vient dire à un autre palier, si tu réponds pas à l'entente que nous, on a fait avec des entreprises, on va vous en enlever. Puis en plus, dans cette entente-là, j'entendais des extraits ce matin à la radio, là, puis la madame, elle disait, écoutez, il y a 2 affaires à lesquelles on peut jamais toucher, c'est les droits de coupe puis les profits. Ça donne quoi comme levier pour nous, là, citoyens? Parce qu'il ne faut pas oublier que la forêt, c'est une ressource naturelle. Donc, ça appartient à l'ensemble des Québécois. Déjà qu'on ne fait pas de redevance là-dedans, que quand ces entreprises-là faisaient des gros profits dans les années 70-80, ils n'ont pas modernisé leur parc, ils ont plutôt donné ça en argent à leurs actionnaires. Puis après ça, là, quand les temps sont durs, là,
là, il faut aider, là, il faut donner des subventions, il faut rouvrir les conventions. Moi, ce mode de fonctionnement-là m'écarte, puis j'ai hâte que l'entreprise privée, même si elle est privée puis doit faire du profit, là, ait un peu un sentiment de morale et de respect envers les communautés pour lesquelles parce qu'ils ne feraient pas d'argent si on leur offrait pas ce bois-là. En tout cas. Ben, tu sais, là, on parle, tu sais, quand on parlait de plusieurs éléments négatifs systémiques, racisme systémique, discrimination systémique et autres, là, on parle d'une psychopathie systémique dans les copinage systémique. Oui, mais du systémique, ça veut dire que personne n'est responsable, mais tout le monde participe. C'est ça. C'est qu'il n'y a personne de consciemment responsable sur les de abus de même. pouvoir. Ben ouais. Ça marche de même, ça a toujours marché de même. Puis les personnes qui viennent à reposer des questions dans le milieu, ils se font tasser. Ah, tu comprends pas le système. Non, peut-être que je le comprends trop puis je suis pas d'accord avec. Ben ouais, non, mais c'est exactement. Parce que c'est ça le... Il faut sortir de ces paradigmes-là, tu sais. Puis tu sais, là, je vais changer de ressources naturelles, là, mais c'est la même chose avec les minières. Pas, tu sais, on se plaint des paradis fiscaux où l'argent sort, mais réalisons là, que le Canada est le paradis fiscal des minières et puis qu'ils font des exactions en Afrique un peu partout. Puis nous, parce que notre loi date du 19e siècle et est complètement désuète, mais on ne veut rien faire parce que ça nous avantage. Ça nous avantage, mais ça désavantage beaucoup de monde. Puis là, présentement, avec la situation internationale qu'on voit, le Canada là, est un des rares pays qui serait capable de s'autosuffire. On a l'eau potable, on a les ressources naturelles, on a tout ce qu'il faut pour répondre à nos propres besoins, OK? Puis là, présentement, dû à des décisions économiques et politiques dans les dernières années, posez la question aux gens qui travaillent avec l'aluminium, OK? Là, embarque-moi pas là-dessus, là. Ah non, ben, je vis avec quelqu'un qui travaille dans l'aluminium, OK? Et je suis enragée plus j'entends des histoires. Parce que là, on importe du bauxite des pays de l'hémisphère sud, principalement. On vient le transformer au lac Saint-Jean parce que l'électricité n'est pas chère. On avait des entreprises qui faisaient l'extrusion puis qui faisaient les plateformes. Là, ils ont été revendus en Chine parce que ça revient moins cher de renvoyer ce qu'on a transformé ici pour pas cher. Ça revient moins cher de les envoyer en Chine, de faire extruder puis de le ramener. Puis là, après, les gens font comme, ben comment ça, on n'y a pas accès? Parce que la meilleure façon de voter, c'est d'acheter. C'est le vote qu'on fait à tous les jours, c'est décider d'acheter local. La personne qui a vendu son entreprise d'extrusion, c'est pas parce qu'elle voulait absolument se dire « Ah, ben moi, je veux plus que personne s'en occupe ». Non, c'est parce qu'il y a personne qui voulait être prêt à payer le prix de quelqu'un qui travaille au Québec puis qui est capable d'avoir les installations au Québec. Donc, on se retrouve là, des décisions qui ont été faites il y a 15-20 ans. Bien, plus que ça. Puis là, qu'on vit avec aujourd'hui dans nos entreprises. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises, par exemple, à Dolbeau-Mistassini, là, on a énormément d'entreprises qui travaillent avec l'aluminium. Là, tu parles des minières, mais tout l'aspect de transformation, troisième transformation, il y en a énormément d'entreprises ici, à Dolbeau-Mistassini, à Roberval, partout, qui sont dans la troisième transformation de ressources, puis qui ne sont pas capables, parce qu'il y a eu des décisions pour la transformation secondaire, il y a des décisions qui ont été faites par économie, et entre parenthèses, économie, qui vient à nuire aujourd'hui. Donc, il faut vraiment se poser des questions sur la manière dont on achète nos éléments, comment on... Puis je peux même revenir sur l'exploitation de la bauxite, là, parce qu'allez vous intéresser à comment c'est exploité, la bauxite, là, ben vous trouverez plus qu'on a l'aluminium le plus vert au monde, de toute façon, à cause de l'exploitation de la bauxite qui est faite par des enfants, bref. C'est pas de la meilleure façon, là. Non, vous irez voir, là, puis après ça, vous poserez des questions sur notre belle ressource naturelle. Oui, pendant longtemps, le bauxite était moins cher que l'acier. Là, maintenant, l'acier est moins cher que l'aluminium. Donc ça, je vous parle des marchés. Je ne peux pas vous donner de chiffres. Je peux juste vous parler des informations dont j'ai accès. Mais ça reste quand même que je veux refaire un lien avec nos industries forestières et notre copinage. C'est parce qu'on a fait des choix pour économiser pour les entreprises qui nous nuisent à long terme. De toute façon, là, ces maudites ententes secrètes-là, moi, j'en peux plus. Rappelez-vous Jean Charest qui avait négocié avec Rio Tinto, puis on était supposé avoir 2 milliards d'investissements en 10 ans. 20 ans plus tard, on n'a même pas eu la moitié d'1 million. Je veux dire, puis là, ils font des profits records. Je veux dire, la compagnie, elle peut toujours pas respecter ses ententes, mais nous, on est pris avec les ententes qu'on fait, puis si on les respecte pas, on se fait poursuivre.
Ça ne fonctionne pas comme méthode. Là, on s'enrage pour les gouvernements, mais je voudrais qu'on s'enrage un peu envers nous-mêmes. Ben oui. Absolument. On fait partie du problème. On fait partie du problème. On accepte ça. On accepte de payer moins cher sans se poser la question d'où ça vient. Ah oui, absolument. Puis là, on veut que nos champs soient payés plus cher, oui. Mais en même temps, on veut on veut payer moins cher ce qu'on a sur le territoire. C'est parce que l'économie, là, c'est pas comme ça que ça marche. L'économie, là, le salaire, tu sais, t'as la ressource, la transformation de la ressource, donc l'équipement nécessaire, les ressources humaines, toute la transformation, ça a un coût, tout ça. Oui. Donc, les Québécois, on est prêt à payer moins cher parce que c'est fait en Chine. Ça coûte moins cher de payer le transport, d'aller le faire par des gens. Plus. Quelle responsabilité? Ben, c'est pour ça qu'il faut se poser des questions sur nos modes d'achat, sur nos modes de consommation. Parce que, tu sais, je veux revenir encore à notre sujet qui est l'industrie forestière, la tordeuse du bleuet. C'est parce que... Du beau genre la tordeuse du bleuet, c'est tabarnouche. Excusez-moi. Mais la tordeuse de l'épinette, on parle quand même de la course au profit le plus efficace possible. Et de ne pas écouter encore une fois les scientifiques. Ça, là, ça me fait toujours capoter. Puis pas juste les scientifiques, les citoyens qui disent non. Tu sais, à la base de tout, là, les scientifiques peuvent aider à la décision, mais à la base de tout, les gens qui vivent dans ces forêts-là, qui appartiennent à la municipalité où ils sont, là, on parle pas de territoire forestier non habité ou très peu utilisé, on parle de milieux où qu'on vit, où on est, où on passe notre vie, on travaille, on voit. Puis on se retrouve avec des gens qui disent non. Puis là, le gouvernement passe par-dessus les citoyens qui côtoient cette forêt afin de répondre aux profits d'une entreprise qui va revendre ce bois-là à l'international, il va le revendre aux États-Unis, qui va être transformé aux États-Unis, puis qui va revenir en vendre ici. Ouais. Tu sais, où est la logique là-dedans? Expliquez-moi la logique pour le citoyen. La logique pour l'entreprise. Hey, on a du bois à proximité qui va nous coûter moins cher à aller chercher. Mais la logique du citoyen qui dit, moi, je suis prête à acheter mon bois qui arrive des États, même si mais on est prisonnier parce qu'on est un milieu forestier, les employés, les usines, on en a besoin. Mais ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on n'est pas très critique, on est plus dans l'aplaventrisme devant ces compagnies-là, puis on leur donne depuis toujours tout. Je suis écœuré, moi, de ce fonctionnement-là. Il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions sur la manière dont on achète. OK? On peut se plaindre du système, mais ce qu'on peut faire, nous, en tant que consommateurs, là, c'est ça aussi qu'il faut se poser la question. Comment, nous, on peut faire pour, en tant que consommateur, voter à chaque fois qu'on achète? Donc, acheter du bois canadien, québécois, qui n'a pas été transporté aux États-Unis puis qui revient, c'est possible. Ça va coûter plus cher, mais là, tu vas voter à chaque fois. Tu vas donner ton avis à chaque fois pour l'entreprise qui le fait, puis pour le gouvernement qui fait affaire avec cette entreprise-là. Allez acheter votre bois dans les petites scieries avec un seul propriétaire que tu vas payer 2 fois le prix. Mais tu sais que le bois va avoir été récolté dans des endroits que tu es d'accord, que c'est un bois qui va avoir été... Puis tu sais que l'argent que tu mets, ça en va aux propriétaires, aux employés, au développement de ce qui se passe là, puis ça en va pas dans chez des actionnaires qui, fondamentalement, en ont rien à foutre de ton milieu de vie. T'sais. Ben donc, est-ce qu'ils en ont rien à foutre? Je veux pas y aller dans leur instant. C'est parce qu'on parle d'un système. Moi, c'est qu'ils voient pas. Un actionnaire, ça n'a rien à foutre de l'être humain. Il voit juste, tout ce qu'il veut, c'est du profit. Puis tout ce qu'il voit, tout ce qu'on lui donne accès, c'est le profit. Donc, l'actionnaire, quand tu fais affaire avec une scierie locale, l'actionnaire, c'est celui-là que tu parles en premier. C'est la personne qui va te vendre le bois, là. C'est lui. Tu sais, c'est pas le grand patron, là. C'est lui qui... Tu sais, s'il te fait ce prix-là, c'est parce qu'il y en a... Il abuse pas, là. C'est parce que c'est ce que ça lui coûte. C'est ce qu'il faut pour lui vivre, pour mettre des affaires, pour être sur la table, puis qu'il soit confortable pour être capable de vivre puis continuer son entreprise. Je connais pas de petites entreprises dont l'objectif, au niveau local, dont l'objectif est de faire le plus de profit possible. L'objectif de ces petites entreprises-là, c'est de faire ce qu'ils aiment, d'offrir un produit de qualité puis durable. Mais moi, je suis d'accord avec toi, puis tu vois, dans ma vie, j'essaie de jamais acheter des affaires qui viennent d'une entreprise qui a des actionnaires. Des fois, c'est impossible. Quand tu achètes un auto, bon, c'est la vie, là.
Mais pourquoi? Parce que je trouve que c'est l'affaire la moins productive au monde, c'est les actionnaires. Quand tu as le choix entre du local et de l'international, tu sais, des consoles de jeux vidéo, il n'y en a pas de fait au Québec. On va se le dire, mais franchement. Là, tu sais, je comprends. T'sais, on a le droit quand même d'avoir des plaisirs. Non. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a le choix. Il y a beaucoup de choses auxquelles on a le choix et on ne pense pas. Vous êtes dans vos rénaux, tout le monde dit hey, les prix des matériaux augmentent. Oui, mais tant qu'à augmenter, achète donc local au lieu de faire payer, au lieu de. Mais il y en a qui n'ont pas les moyens financiers aussi. Puis c'est ça, à un moment donné. Tu sais, je veux dire, moi, je vais tout le temps acheter à mon marchand, mettons, à mon épicerie du village, parce que je trouve ça important de l'encourager. Je veux garder mon épicerie de village, tu comprends? Je l'encourage, même si ça peut me coûter plus cher, oui, mais je trouve ça important. Mais j'ai les moyens de faire ça. Ce qui est triste, c'est dans la société actuelle, bien, je peux pas en vouloir à une madame qui est monoparentale sous le seuil de la pauvreté d'aller faire son épicerie au Dollarama parce qu'elle n'a pas d'autres moyens d'être capable d'acheter des affaires à bas prix. Mais Dollarama, par exemple, c'est canadien. Oui, mais la majorité des affaires qu'ils vendent, c'est de la marde chinoise. Excusez pour le mot marde. Mais, je veux dire, il y a plein d'autres choses sur lesquelles cette madame-là fait. Le fait que cette dame-là, elle doit faire déjà des choix par son budget, c'est pas elle qui va décider d'acheter du bois. C'est pour ça qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des situations différentes. Mais c'est pas juste des situations. C'est que quand tu dois faire des choix, tu dois faire des choix. Mais quand tu as le choix, tu sais, il y en a que tu n'as pas le choix d'acheter une épicerie le moins cher possible, d'aller. Puis ça, c'est. Tu dois. Ça répond à une réalité. Encore 10 secondes parce qu'on a vraiment. Ça reste quand même une réalité. Mais quand tu as la flexibilité budgétaire de dire j'ai le choix entre tel ou tel, vas-y selon tes valeurs et pas seulement ton économie. Merci. On s'en va en pause. On revient 2 minutes. La série documentaire Les Artisans de la Terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Cet été, la Télédo du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. L'inspirante Manon Brassard nous invite dans son atelier afin de nous apprendre à bricoler 1001 projets. Hey, on est de retour, j'espère que vous avez passé une belle pause. Toujours avec Joanie Riendo. On continue l'actualité, on a beaucoup de choses hein, dans la région, puis comme c'est notre objectif principal d'informer les gens sur ce qui se passe chez nous, donner de la nouvelle locale, on va continuer là-dedans. Je sais que tu voulais parler des campings. Tu trouvais que c'était une bonne nouvelle, les campings sont pleins, hein? On peut plus réserver de camping. Moi, je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais j'ai hâte de t'entendre. Bien, moi, je me dis que c'est un bon signal en disant que notre industrie touristique, pour les différents budgets, est
est disponible. Ça veut dire que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les budgets pour acheter un chalet, c'est pas tout le monde qui a des budgets pour se louer des hôtels et autres. Donc, on a quand même une réalité, on répond à un besoin touristique local intéressant. Donc, oui, je suis contente de savoir ça parce que moi, j'ai vécu mes étés dans des campings quand j'étais plus jeune. Et c'est un microcosme, c'est un style de vie très particulier. C'est un petit village, puis tu vois les gens changer et autres au cours de l'été. Mais moi, je trouve que le point positif, c'est que c'est quand même des entreprises privées ou des organismes qui sont gérés par nos municipalités, qui sont souvent bien entretenus, puis sont utilisés par les citoyens. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la rentabilité à la fin de l'année. Parce que pour qu'une organisation comme ça soit rentable, il faut quand même que 50 du temps, elle soit pleine. Alors que là, présentement, en date du 17 mars, je ne serais pas étonnée. Donc, je ne serais pas étonnée que ça soit plein à 98 pour l'été au complet pour les campings. Parce que on n'a pas donné de chiffres exacts, mais on parle vraiment de l'impossibilité de réserver dans plusieurs des campings. Ah ouais. Je sais que pour toi, c'est pas du tout la même perception, puis c'est pour ça que j'adore cette émission. Je suis content pour les entreprises d'être plein, mais je trouve là qu'on tue l'idée de camping, tu sais. Tu sais, l'idée de partir, on va aller se tenter quelque part, puis là, on va profiter, puis on va changer de place. Là, on peut plus. Là, on est fourré. Là, il faut que tu réserves début janvier pour l'été. Et là, ça fait un peu le même principe là, que ceux qui achètent, mettons, là, quand il y a des billets d'un concert, là, qui en achètent 200 pour en revendre plus tard. Là, le monde se prenne des 2 mois à des endroits. Là, ça devient plus des campings, là. Ça devient des villages. Ça devient des résidents qui sont là à l'année, qui achètent... Là, je veux dire, c'est pas un camping, ça. Je veux dire, ça, je trouve qu'on est en train vraiment de tuer l'idée du camping, là. Moi, puis, donc, il n'y a plus personne qui va pouvoir se promener. Qui va venir au Lac-Saint-Jean, là, en disant « Hey, on a une semaine cet été, hey, allons au Lac-Saint-Jean! » Ah oui, attendez une minute! Il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est là qu'il faut regarder, je pense qu'il faut que l'idée du camping se renouvelle. Ben, moi, je suis contente que l'idée du camping, des campings, parce qu'on a beaucoup dans la MRC Marie-Chapdelaine, des campings municipaux. OK? Puis ça, c'est une bonne nouvelle, puis on voit que ça se remplit. Mais il y a d'autres types de camping qui ne sont pas aussi utilisés que ça, donc ça serait fun de développer plus. Comme par exemple, le Parc régional des Grandes-Rivières a des places de camping, mais c'est pas des villages, c'est pas des rues. C'est que tu es dans un parc, puis tu ne vois pas ton voisin. Donc ça, cette autre dynamique-là, peut-être plus valorisée pour les gens qui sont de séjours rapides ou des réservations spontanées. Donc, il faudrait développer plus ces utilisations-là. Peut-être, mais moi, je comprends pas pourquoi les campings se disent pas, bien, mettons, pour les gros mois, là, on se garde tout le temps au moins 10-15 de place pour les gens de passage. Là, ce qu'ils veulent, c'est le profit tout de suite, là, de dire, bien là, on va être sûr d'être plein. Mais au bout du compte, à un moment donné, là, dans 2, 3, 4, 5 ans, là, le monde n'appellera même plus pour savoir tout le temps plein. Pourquoi qu'on irait là? Pourquoi? Quand ils vont avoir de la misère avec quand le camping va être passé en mode, là, puis que les gros Winnebago, ça va être passé mode, là, on va se retrouver avec des campings partout, puis moins de monde pour les utiliser. Pas de vision à long terme. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que dans les 2 dernières années, au niveau touristique, on ne pouvait plus aller à l'international. Donc, on a eu une recrudescence de l'intérêt pour les campings. Parce que là, contrairement à une chambre d'hôtel, bien là, tu as l'équivalent d'une petite maison, tu peux être autonome, tu peux recevoir ton monde à l'extérieur. Donc, tu sais, c'était très avantageux pendant la pandémie, là. Pendant nos 2 dernières années, ça a été très avantageux pour profiter de notre territoire. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'être à l'hôtel, puis à l'hôtel, c'était déjà compliqué aussi pour les gens qui étaient là. Je m'excuse. Quand tu as le moyen de t'acheter un Winnebago, tu as les moyens d'aller à l'hôtel. Mais est-ce que tu veux aller à l'hôtel? C'est tout ce que j'avais à dire sur ce que tu as dit. Je veux pas nécessairement aller. Parce que le but du Winnebago, présentement, là, quand tu vois des gens qui sont des Winnebago à 50, 70 000, à 90 000, j'ai déjà vu ça à 100 000, un Winnebago. OK? Quand tu l'achètes, à la base, c'est pas pour rester au Québec. C'est parce que tu veux faire les États-Unis, parce que tu veux faire le Canada. Va faire le tour des campings au Québec. J'étais encore en Montérégie l'été passé à voir des trucs. Je veux dire, c'est plein de Winnebago qui sont parqués là puis qui ne roulent pas une seconde. On va arrêter de se mentir. Puis c'est des voisins gonflables. On ne se cachera pas. Il y a aussi la mode des voisins gonflables. Autant dans les campings que dans nos quartiers résidentiels, les voisins gonflables, c'est une réalité, oui. Cependant, ça reste que on parle... tu sais, le camping n'est pas seulement une solution d'hébergement touristique. Parce que l'hébergement touristique, il y a les hôtels, il y a plein d'autres solutions. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Les campings, c'est accès à des services de proximité, les plages, le réseautage, les plages, les piscines. Tu es capable d'y aller.
si tu es capable d'y aller. Mais c'est pour ça que c'est attractif. Puis dans les 2 dernières années, tu sais, l'agrandissement d'un camping demande des permis, demande des stations d'épuration, ça demande énormément de choses. On peut pas planifier un agrandissement en dedans d'un an en disant cette année et autres, quand on a trop d'incertitudes. On peut pas faire ça, mais on demande aux gens de planifier leurs vacances d'été à partir de janvier. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est encore, on met ça sur le dos du consommateur. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. On ne se remet jamais en question, nous, l'industrie. Comme on se parlait à la première partie de l'émission, notre meilleure façon de voter, c'est d'acheter. Ouais. C'est notre comportement de consommateur. Les entreprises, au niveau des campings, il y en a qui sont attirées purement par le profit, mais il y en a d'autres aussi qui font comme « Oui, j'aimerais ça, avoir cette flexibilité-là, parce que ça vaut plus cher. Ça vaut plus cher une place réservée à la dernière minute qu'une place réservée 7 mois d'avance. » Tu sais, ça vaut beaucoup plus cher, là. On se le cachera pas. C'est comme un camion au 1er juillet, là. Plus tu te ramasses du 1er juillet, plus c'est 5, 10, 15 fois le prix d'une location d'habitude. C'est la même chose, là. C'est pas avantageux présentement d'avoir 100 % puis de devoir donner le prix préférentiel d'avant. Il y a toujours comme des dates où tu dis après, tu as un prix plus régulier ou le prix saisonnier. Donc ça, c'est pas avantageux. Mais en même temps, c'est plus sécuritaire pour les propriétaires d'entreprise parce que c'est une entreprise qui ne dure pas à l'année. Donc, son seul revenu se fait pendant la saison. Est-ce qu'il va jouer le risque de ne pas remplir ses places quand il a l'occasion de remplir ses places au mois de janvier? Non. À être à sa place, je ferais la même chose. Je remplirais les places. Donc là, il faut réinventer, parce que la majorité de ces campings-là, c'est des campings municipaux, donc on a un pouvoir politique en tant que citoyen, d'en parler avec nos organisations municipales, de voir comment on pourrait valoriser les autres types de campings. Parce qu'il y en a, là, il y a comme le Parc régional des Grandes-Rivières a, à travers ses différentes places de camping, que c'est plus du camping sauvage. Mais moi, une chose que j'aimerais ça, dans ce cadre-là, parce que moi, j'en ai une, j'ai une mini-maison que j'utilise comme un VR, comme un véhicule récréatif, bien, il n'y a pas de place pour que moi, je puisse amener mon VR dans une de ces places-là, parce que c'est fait vraiment plus camping sauvage. Est-ce qu'il y aurait une alternative de développer? Parce que là, présentement, ce qu'on a, c'est soit les petits villages camping ou les campings sauvages où il faut absolument que tu te promènes avec ton sac à dos pour te rendre. Il y a peut-être un entre-deux qu'on peut aller chercher, parce que les parcs nationaux ont des espaces de camping qui... Oui. Mais là, la problématique, c'est maintenant dans les campings, je veux dire, qui peut réserver en janvier? C'est souvent des gens qui vont être à la retraite, qui savent qu'ils vont faire ça de l'été, qui ont déjà leur campeur. C'est ce qu'on appelle des saisonniers. Des saisonniers. Mais là, ces gens-là, là, ils sclérosent complètement l'univers des campings, moi, je trouve. Moi, je pense qu'au contraire, c'est eux qui font la vitalité du camping. Moi, pour avoir été saisonnière, parce que quand au camping La Tuque, à l'époque, c'est Camping Ville de La Tuque, bien, ça vient pas scléroser, ça donne vraiment une vie de communauté pendant tout l'été. Tu as tes saisonniers qui organisent, qui font des bénévolats, qui organisent des soirées. C'est eux autres qui font vivre. C'est pas le propriétaire là, qui fait les soirées Noël du campeur et autres. C'est les saisonniers qui s'impliquent bénévolement pour la vitalité de leur propre camping. C'est pas des gens qui sclérosent, c'est que ça fait partie... Il y en a que c'est juste parce qu'ils veulent sortir de la maison puis ça leur tente pas d'être tout seul dans un chalet. Ils veulent voir, ils veulent changer d'air puis être proches. Mais au niveau de la société que tu vas attirer, là. Oui. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu te retrouves avec des gens un peu tout. Tu sais, c'est plus familial, c'est plus là parce que t'as plus de place. Là, tu te trompes. Hey, je suis allé, écoute, je te le dis, là, j'ai fait ça l'été passé, là, je capotais. J'avais rien que le goût de m'en aller de ces endroits-là. Je trouvais, écoute, ça de. Ben là, je ne veux pas utiliser de terme, là, mais. Non, parce que les familles, là, ils peuvent pas réserver 6 mois à l'avance, là. Moi, je n'ai pas le moyen de m'acheter un Winnebago, là, de le faire rouler, là. Tu sais, on fait quoi, là? De là qu'il faut trouver une alternative, parce que c'est pas des gens qui vont scléroser. Puis les saisonniers, là, en tout cas, l'époque que moi j'ai connue, avoir un camping juste de saisonniers, c'est plate en tas. OK? Parce que tu veux rencontrer des jeunes partout, tu veux leur faire visiter le milieu, parce que souvent, c'est des excellents ambassadeurs sur la ville, là. Ah, ouais, tu te cherches une bonne cabane à patates, hey, telle place à telle. C'est des excellents ambassadeurs du milieu. OK? Ils veulent pas juste être en petite communauté puis tout. Non, au contraire. Donc, il faut enlever cette idée-là. Je pense plus que c'est vraiment que les gens veulent aller vivre le camping s'ils doivent ils doivent réserver au mois de janvier. Parce que c'est des gens qui... Parce que les saisonniers, là, c'est pas au mois de janvier qu'ils réservent, là. C'est au mois de septembre-octobre. Ils finissent la saison, ils réservent déjà leur place pour l'année d'après. Donc, au mois de janvier, c'est des gens qui prévoient leurs vacances pour l'été.
Donc, tu sais, c'est pas la même réalité, là. Écoute, on pourrait en parler longtemps, là, mais je suis fondamentalement pas d'accord avec toi, puis c'est pas grave. J'en ferai pas de camping, puis j'en ferai pas. Là. Je trouve cet univers-là vraiment qui a perdu beaucoup de son lustre de ce qu'il pouvait être il y a une trentaine d'années. Bien, je pense que ce lustre-là doit être réinventé. Parce que le camping tel qu'il a développé répond à une clientèle. On a un autre, mais entre les deux, il y a, à cause de la COVID, à cause de ce qu'on a vécu, on a vu un on a retrouvé l'intérêt pour les campings municipaux, pour le style de vie, mais à un point tel où ce n'est plus accessible et ça répond plus à nos besoins, puis ça répond plus à nos valeurs non plus telles qu'on le voit. Mais on a l'extrême du camping sauvage. Donc, s'il faut penser en tant que société, en tant que communauté, auprès de nos politiciens, comment répondre à l'entre-deux? Comment on peut retrouver cet entre-deux-là? Si on pense, par exemple, au Festival de Saint-Tite, OK? Ouais. Le Festival de Saint-Tite, ils n'ont pas un gros camping. Puis pendant les 2 semaines du festival, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est les champs des entreprises qui sont utilisés comme des campings qui sont réutilisés. C'est une opportunité qui peut être intéressante. Tu as tout un autre style de vie, tu as une autre expérience. Donc, il faut repenser l'univers du camping. Puis en tant que citoyen, comment on peut le faire? Moi, je triperais. Par exemple, dans le temps du Bleuet, que les gens qui viennent du coin, bien, voir à proximité du Bleuet, que tu aies l'opportunité de le dire, je vais camper à côté d'une bleuetière. Ça serait une belle expérience. Mais tu sais que tu peux aller à Saint-Ambroise, là, ils ont un immense terrain de gravelle là, où il y a à peu près 1 million de campeurs qui vont s'installer là, puis ils sont à un pied, puis ils s'assoient dehors sur la gravelle, puis ils se regardent. Avoir du beau plaisir. Ça répond à une clientèle, mais pas à toute la clientèle. Ça répond pas à tes besoins, mais ça répond aux leurs. Faut pas discriminer de cette façon-là. Bah, écoute, moi, je suis discriminé à plein de niveaux dans ma vie, puis je me gêne pas pour avoir des opinions. Et voilà, c'est dit. Hey, la neige, on a beaucoup de neige, hein? On voit... non, mais c'est l'hiver, il y a de la neige, c'est le fun, mais en même temps, il y en a beaucoup. J'amène un peu sur 2 sujets en même temps, là, parce que, pour le déneigement, ça devient compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de déneigement à faire. En plus, avec le prix de l'essence qui a monté, je pense qu'il y a des factures de déneigement qui vont monter l'an prochain. C'est clair. Pas mal. Et là, on voit la problématique au niveau des toits. On a vu le géant motorisé à Saint-Ambroise de toit. On a vu l'école au cégep de Chicoutimi qui ont fermé une aile parce que... Il y a une fissure inquiétante. Ouais, il y a une fissure inquiétante. Et là, on parle aussi du niveau du lac qui est en ce moment, écoute, surélevé. Oui, puis la neige n'est pas encore fondue. Ben non, la neige n'est pas encore fondue. On va avoir un drôle de printemps. On va avoir un printemps vraiment exigeant pour nos différentes organisations. Présentement, là, déjà, là, la fin de l'hiver avec la neige qui est encore plus lourde sur nos installations, comme tu l'as dit, c'est des risques pour nos bâtiments. Puis moi, je connais des municipalités ici qui viennent me parler en disant « j'ai pas d'employés pour vider mon toit de l'hôtel de ville ». Ça reste quand même, là, ça joue sur plusieurs points, là. C'est une grosse problématique qu'on a à devoir gérer. Moi, j'aimerais ça dire qu'il y a un bon et un mauvais côté là-dedans. Au niveau touristique, au niveau du développement économique, on est une des rares régions qui a eu de la vraie belle neige pour les amateurs. Donc ça, tu sais, pour les fans de ski, c'est génial. Pour le ski, le ski de printemps va être malade. Le ski de printemps, les hébergements originaux en forêt, il y a plein de choses là, qui sont bien intéressantes. Mais la période de transition vers notre été, parce qu'on a des étés chauds aussi, là, c'est pas juste comme « Ah, on va avoir un été à 20 degrés ». Non, l'année passée, puis les années précédentes, on touchait souvent le 30-32, là, et sinon plus. Donc, la période de transition fait que c'est clair que le lac va déborder cette année. J'espère que les propriétaires vont tout de suite se préparer. Puis moi, ce qui m'enrage là-dedans, on va revenir avec les affaires d'entreprise, c'est que c'est Rio Tinto qui est propriétaire, puis il va faire comme, ben non, je vais pas trop vider mon lac. la gestion du fond du lac puis des berges. Puis après ça, on se demande pourquoi ça marche pas. Puis là, après ça, c'est que le monde va chier. Là, l'été passé, il n'y avait pas assez d'eau. Là, c'est ceux qui faisaient de la voie, il n'y avait pas assez d'eau. Là, il faut sortir les affaires. Là, personne n'est content. Là, cette année, personne ne va être content parce qu'il va y avoir trop d'eau. Puis ça va... Puis ça va détruire les berges. Oui. On n'est jamais content. On n'est jamais content! On peut pas se plaindre parce que le lac appartient pas aux Génois. Non, c'est ça. Le Puekagami... Non, pour les 75 prochaines années, là, ça appartient à une compagnie. Bravo. Donc, beau move. Oui, puis on a quand même de la neige record qui va fondre à une vitesse record aussi, avec les glaces. Donc, déjà, on voit que certains endroits, la glace se fragilise. Pas pour rien que les villages sur glace sont partis assez vite aussi cette année. Donc, on se retrouve avec une grosse masse qui va fondre rapidement. C'est très dangereux pour nos installations. Il faut repenser notre fonctionnement puis notre vie sur le bord des berges. Pas juste... Là, on parle du lac, là.
Mais les rivières aussi vont déborder. On parle de toutes nos installations, notre façon de vivre avec nos territoires. Et ça me ramène sur un autre sujet qu'on a parlé plus tôt. Les campings? Est-ce que ça va être inondé, l'île Talbot, là, sur le bord du camping? Là? Le bois qui est sur le bord des rivières, à quoi il sert? Il sert à retenir les berges. Ben oui. Et puis là, présentement, on enlève le bois pour soit faire du mètre cube ou la tordeuse ou autre. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? Au printemps, il y a toujours une hausse du débit. On perd de plus en plus de terrain. Ben non, puis regarde à Vauvert, là. Tu sais, les problèmes qu'on a eu d'érosion, là, mais en même temps, là, il y a 40 ans, quand les gens sont allés s'installer là, puis ils ont coupé tous les arbres, là, pour avoir la vue, là, ben, ils sont responsables aussi de l'érosion, là. Il n'y a pas juste Rio Tinto là-dedans, là. Tu as absolument raison, là. Il faut qu'il y ait regardé un couvert d'arbres partout sur le bord du lac. C'est beau, en plus. Bien, tu sais, ça fait partie de... Je pense que c'est le thème de l'émission aujourd'hui. L'achat, notre manière de consommer, ça veut dire aussi notre manière d'entretenir les biens qu'on a présentement. Donc, tu as un chalet sur le bord du lac, puis tu as décidé, pour ton plaisir personnel, d'enlever les arbres pour avoir une super de belle vue. Parfait. Hey, la maudite pelouse, on est... Non, mais en tout cas, arrivé au 21e siècle, là, permaculture, en tout cas, bref. Moi, là-dessus, là, on aurait une émission au complet à parler, mais je suis pas propriétaire d'un chalet, moi. Donc, moi, à la place, j'ai décidé de le mettre sur roue puis respecter la nature autour puis faire comme « Ah, le lac, il me plaît plus, je pine, je m'en vais. » Moi, j'ai 45 000 pieds de terrain qui était en gazon quand j'ai acheté, puis là, la moitié qui est en train de pousser en forêt nourricière. Je peux te jurer que ça change le paysage, puis ça change la chimie de la terre, ça change pas mal l'affaire. Donc, tu sais, tout ça, tu sais, la hausse du niveau de l'eau, ça va être une réalité dans les 10, 20, centaines prochaines années. Donc, c'est aux résidents présentement. J'ai bien aimé Boucardiouf, il répète, c'est une citation, c'est un proverbe africain qui est réutilisé souvent, puis c'est lui qui nous l'a fait apprendre au Québec, qui est « On n'hérite pas de la terre des autres, on l'emprunte à nos futurs. » Ouais, c'est beau. Donc là, qu'est-ce qu'on va léguer? Il y a une façon de s'approprier notre territoire, d'acheter intelligemment, de voir, d'évoluer pour s'adapter à ce changement-là, qui, on ne se le cachera pas, vient de l'humain, mais on est capable de s'adapter parce qu'on a une preuve d'intelligence. On est capable de le faire, on est capable de s'adapter à ces changements-là, puis de faire des choses à la hauteur humaine, à hauteur individuelle, afin d'améliorer la situation. Tu es propriétaire d'une maison ou d'un chalet sur le bord du lac ou sur le bord d'une rivière. Ce n'est pas mon cas, donc je parle à travers mon chapeau. Mais ce que moi, je m'aperçois, ce que les scientifiques donnent, ce qu'on constate à travers le monde, bien, remettre des arbres sur le bord de l'eau. Ne plus essayer d'avoir la plage idéale. Des quenouilles, des petits arbres. Ne pas mettre de fumier, mais de refaire vivre notre milieu, de vivre en permaculture comme tu le fais. Ça va faire une différence sur comment on va vivre avec ces changements-là. Parce que la neige, là, on se le cachera pas. Il n'y a pas personne qui est responsable de la quantité de neige, puis il n'y a pas une personne. C'est notre comportement des dernières années qui a fait qu'on a des changements climatiques. T'sais, on parle du réchauffement climatique, on parle pas de « Ah, il fait plus chaud ». Non, c'est qu'on a des changements extrêmes et c'est ce qu'on vit déjà même dans cette semaine où la semaine précédente, on a eu des grosses tempêtes de neige. Moi, je vois plus ma maison à cause du bois. Puis la semaine d'après, tout est en train de fondre. Puis au cours de la nuit, ça gèle. Donc, il faut que je m'adapte à ce changement-là, mais il faut que je m'adapte intelligemment, pas juste pour demain, mais pour les 30, 50, 60 ans, 100 ans à venir. Donc, faire des changements, puis faire des décisions en conséquence. T'as bien beau être mort, pas tes générations futures, pas les gens après. Donc, tu sais, on laisse une trace en tant qu'humain. On va laisser une belle forêt nourricière à mes enfants. Tu sais, dernièrement, j'ai vu et j'ai écouté du développement personnel, tu sais, de la psychopop. Puis il y a une phrase qui me marque, puis ça fait 2 semaines que je l'ai en tête quand je prends une décision. Qu'est-ce qu'on va se souvenir de moi après ma mort? Des émissions de Qu'en pensez-vous? Les émissions Qu'en pensez-vous? Oui, ça va être très drôle. En tout cas, à toute l'équipe de production, surtout les bloopers. Mais comment je vais laisser ma terre? Le fait, à place d'avoir choisi un rosier qui doit absolument avoir chacun de mes soins puis qu'il faut que je surveille, pourquoi pas un pommier? Même si c'est pas moi qui va l'utiliser,
je sais que ça va grandir, que c'est bon pour la communauté. Mais tu as tellement raison. Là. Moi, j'ai une vieille maison centenaire, puis bon, il y a déjà plein d'arbres à fruits, il y a plein d'affaires, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu chez nous, une vieille dame, qui a dit « Moi, j'ai grandi ici ». Elle a commencé à nous faire le tour du terrain, puis elle a dit « Écoute, déjà à l'époque, il y avait des framboises là, puis là, il y en a encore, fait que c'est vrai que c'est un leg qu'on donne, tu sais. » Donc, tu sais, il ne faut pas juste regarder, bon, mais pourquoi je ferais des pommes? Je l'utiliserai pas. Ouais. T'es con si tu n'utilises pas tes pommes, excuse-moi. Non, non, mais c'est parce que moi, par exemple, tu sais, présentement, on achète beaucoup des pommiers qui sont déjà prêts à être en fleurs. Mais moi, je suis en train d'essayer, parce que j'ai pas les moyens de m'acheter un pommier qui est déjà parti, mais j'achète une pomme à l'épicerie, puis je pars de la graine. Ah oui. Donc, moi, ça va prendre... bio, là, c'est facile. Ça va prendre combien de temps avant qu'il y ait des pommes sur mon terrain? Bien, ça va prendre quand même quelques années, mais tu essaieras la même chose. Nous, là, on a fait, mettons, une grande partie en fraises, puis on est parti d'une fraise bio où on a pris les grains, on les a enlevés, on les a fait germer, on les a plantés, puis à cette heure, on a une beau talus de fraises. Ça a pris 3-4 ans avant mais d'avoir c'est ça, fraises. les fraises, c'est 3-4 ans, mais un pommier, c'est plus longtemps. Bon, mais moi, parce que moi, j'ai décidé, puis tu sais, quand on dit qu'on peut faire un choix, même si c'est un petit, le fait de récupérer les graines de ma pomme délicieuse, de catégorie délicieuse, qui est en train de partir en semis dans mon bureau. Non, mais je te comprends tellement. Je te le dis, là, moi, j'avais de la pelouse plate, là. C'est un grand champ, là. Que ça te coûte du gaz à couper parce que... Ça sert, puis qui sert à rien. Là, j'ai commencé à planter des arbres. Là, 10 ans plus tard, il y a des arbres qui sont maintenant plus hauts que moi. C'est fantastique de voir ça grandir, de voir la terre, de voir les espèces qu'il y a. Tu sais, je veux dire, wow! Puis ça sert, là. On fait des épices, on fait des tisanes avec ce qu'on ramasse, on a des fruits, on a des noix. Puis c'est une façon de voter au niveau économique parce qu'à long terme, c'est des pommes que tu ne payes pas parce que tu vas aller chercher sur ton terrain. Moi, là, à la fin de l'été, là, j'en avais mangé des framboises tout l'été, là, et j'avais l'équivalent de 40 tasses de framboises congelées dans mon congélateur. Ça m'a rien coûté, là, à part des ramasser. Puis on a un casseau de framboises gros de même, ça coûte 5 pièces. On a quand même le privilège au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir encore accès à acheter des grandes terres pour les faire, pour devenir, pas en autarcie, mais en autonomie. OK? On a encore cette opportunité-là, on a encore ce choix-là. Puis, tu sais, je reviens à notre tout premier projet. Parce qu'au départ, on parlait du déneigement des toits. Hein? Oui. Mais je reviens encore plus à notre tout premier projet du nombre de personnes qui peuvent venir s'établir. D'après vous, pourquoi? La qualité de vie, l'espace. L'espace, l'accessibilité, puis les possibilités de... Le camping. Bon, merci Joanie, c'était un plaisir d'être avec toi cette semaine. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Passez une bonne semaine. Bye bye.